Nous voici en Tunisie. Ce petit pays d'Afrique du Nord compte 10 millions d'habitants pour une superficie de 163 000 km², soit un tiers de la France. Nous partons de la capitale Tunis pour aller à Tozeur, avec une étape à Kérouan et Sbetla. La ville de Kérouan a été fondée en 671. Les bassins des Aghlabides sont constitués de réservoirs à ciel ouvert en forme de polygone de 48 mètres de côté et de 128 mètres de diamètre. Ils ont une profondeur de 5 mètres et une contenance de 55 000 mètres cubes. Ils ont été construits au IXe siècle par le grand vizir. À l'origine, il y avait 15 réservoirs alimentés par un aqueduc de 36 km. Ils étaient destinés à pourvoir la ville en eau. Il reste un deuxième bassin plus petit, de 34 mètres de diamètre. Kérouan, ville aux 300 mosquées, est la capitale spirituelle de la Tunisie. Elle possède une des plus anciennes mosquées, fondée en même temps que la ville en 671. La grande mosquée Sidi Okba a été reconstruite en 774 et sans cesse restaurée. On accède à la cour par 6 portes monumentales. La cour est vaste. Son plan incliné permet de recueillir les eaux de pluie grâce à un collecteur central. Des chicanes sculptées permettent de filtrer l'eau qui est stockée dans des citernes souterraines. La cour d'allée repose sur des colonnes de 7 mètres de haut. Des puits aux margelles entaillées par les marques de la corde témoignent de leur utilisation pour les ablutions des pèlerins. Les doubles galeries qui entourent la cour sont ornées de colonnes et de chapiteaux provenant de temples romains. Une porte en cèdre du Liban ouvre sur la salle de prière. Cette salle mesure 37 mètres sur 70 mètres. Elle est soutenue par des colonnes en marbre, en porphyre et granit, provenant des monuments romains ou byzantins. Dans la cour, ce petit escalier blanc est un cadran solaire destiné à déterminer l'heure des 5 prières quotidiennes. Le minaret carré de 31,50 m de haut est composé de 3 étages surmontés d'un dôme. Pour accéder au sommet, il faut monter 129 marches. Ce minaret a été construit avec des matériaux provenant d'autres monuments, comme le montrent les frises et inscriptions romaines. La Zawiya de Sidi Sahab est appelée la mosquée du barbier. Ce monument est un mausolée abritant la tombe de Abu Dana, compagnon de Mahomet qui portait sur lui 3 poils de la barbe du prophète. Cet ensemble présente des panneaux de stucs hispano-mauresques et de magnifiques céramiques de Nabeul. Les céramiques sont décorées de motifs végétaux utilisant les couleurs de la nature, vert des plantes, bleu du ciel et jaune de la terre.
Ce mausolée comprend plusieurs cours et salles. Il a été édifié au 7e siècle puis restauré au 18e et 19e siècle. C'est un lieu de pèlerinage, utilisé aussi pour des cérémonies religieuses, mariage, circoncision. Nous quittons Kairouan et nous nous dirigeons vers Sbetla. À Sbetla se trouvent les ruines de l'ancienne Sufetula, fondée au 1er siècle par une colonie romaine. Les rues romaines se coupent à angle droit et délimitent des espaces rectangulaires. Les anciennes maisons romaines, fortifiées à l'époque byzantine, sont des constructions massives en forme de parallélépipède. Les murs sont épais. Ces maisons de 2 étages comprenaient des citernes, un puits, des latrines. Cette huilerie, avec un pressoir, a été aménagée au milieu d'une voie antique. Ici se trouvent les restes d'une église chrétienne dédiée à l'époque byzantine aux saints Gervais, Protais et Tryphon, qui avait été fortifiée au 7e siècle. Une autre église chrétienne, celle du prêtre Servus, avait été construite à l'intérieur d'un temple païen au VIe siècle. Il reste un baptistère aménagé dans la cella. L'arc de triomphe d'Antonin le Pieux est une porte à 3 arches que l'on fermait par des vantaux.
Les 3 temples du Capitole sont dédiés à Jupiter, Junon et Minerve. Habituellement, ces 3 divinités sont regroupées dans un seul temple. Le forum de 60 mètres sur 70 mètres était entouré d'un portique donnant sur des boutiques. Les grands thermes occupent 100 mètres sur 50 mètres. Ils datent du IIIe siècle. Le caldarium était une salle chaude. L'air chaud circulait sous le sol, soutenu par des piliers en briques. D'autres salles servaient de frigidarium, vestiaire. La palestre était une salle de sport. Nous continuons la route jusqu'à Tozeur. Nous voyons les cultures d'oliviers. Cet arbre peut résister à la sécheresse, aussi sa culture est intensive dans les régions des basses steppes. Depuis Tozeur, nous partons en 4x4 dans 3 oasis de montagne, Chebika, Mides et Tamerza. À travers le Chott El Garsa, nous nous dirigeons vers l'oasis de Chebika. Ce chott se trouve à 20 mètres au-dessous du niveau de la mer. Sur les étendues plates et désolées, on peut voir des traînées blanches de sel. Les dunes de sable sont retenues par des palissades faites avec les palmes du palmier dattier. Face à nous se dresse le Jebel en Negueb qui culmine à 900 mètres. Le village de Chebika, accroché au pied de la montagne, a été abandonné après les inondations de 1969, car des pans de rochers se détachaient et emportaient les habitations. La petite oasis de Chebika, située dans une gorge encaissée, est arrosée par un oued.
Nous continuons la route qui traverse des étendues de sable jusqu'à l'oasis de Midès, avec pour décor de fond le Jebel. La tache verte de l'oasis tranche dans le décor minéral du Jebel qui la surplombe. Le vieux village de Midès a été abandonné en 1969. Il est encadré par de profonds ravins. Voici la dernière oasis, Tamerza. Le village abandonné a été remplacé par un village moderne en contrebas. Dans cet univers aride, une petite cascade se déverse dans un vaste canyon. Nous sommes de retour à Tozeur pour une visite en calèche de la Palmeraie. La Palmeraie de Tozeur s'étend sur 1000 hectares et compte 400 000 arbres. Elle est irriguée par 200 sources. L'eau, qui court de bassin en séquia, serpente entre les parcelles. Les cultures en étage, où fruitiers et maraîchers poussent à l'ombre des palmiers, remontent à l'Antiquité. Les arbres fruitiers les plus répandus sont les figuiers, les grenadiers, citronniers, orangers et bananiers. Sous ces arbres, les Oasiens récoltent des tomates, piments, courges, oignons et quelques céréales. Le palmier dattier est une sorte d'herbe géante qui atteint 20 mètres de haut. La fécondation des fleurs femelles est effectuée artificiellement au printemps. Un brin mâle est glissé dans un bouquet femelle et le vent fait le reste. Le tronc du palmier est utilisé en construction pour les meubles et le chauffage. La palme sert de toiture. La fibre est tressée, les tiges des régimes font des balais. À l'automne, le camès grimpe pieds nus au tronc du palmier pour récolter les dattes. Le camès est le métayer qui entretient l'oasis et se charge de la récolte. Son nom signifie cinquième, car il percevait pour tout salaire le cinquième de la récolte. Les dattes récoltées ici, de forme allongée et translucide, sont appelées deglés en nour. Ce sont les plus succulentes.
Le bananier produit des régimes en moins d'une année. L'oasis de Tozeur attire depuis longtemps les hommes. Elle a atteint son apogée au IXe siècle. Elle voyait transiter esclaves, or et dattes. 1000 chameaux chargés de dattes la quittaient tous les jours. La ville de Tozeur, aux ruelles étroites, utilise pour la construction des briques de ton ocre faites d'un mélange de sable et d'argile. Ces façades dessinent des motifs géométriques faits avec des briques en saillie et en retrait. Nous quittons Tozeur pour nous rendre à Douz, à travers le Chott et Djerid. Cette vaste région est intermédiaire entre le désert de pierre et le désert de sable. Sur cette immense surface plane, dominée par des montagnes, se trouve un marécage salé. Aucune végétation ne pousse sur ces terres. Son apparence varie avec les saisons. En hiver, pendant la saison des pluies, le Chott se couvre d'eau et ressemble à une mer intérieure. En été, une croûte translucide recouvre l'argile durcie et la boue. Nous continuons à rouler vers Douz en traversant le village de Kébila qui s'orne d'une porte en forme de dromadaire. Nous arrivons à la ville de Douz où se rencontrent nomades et oasiens. Juste en face de vous, là, c'est des gradins. Et c'est dans cette place que se déroule le Festival international du Sahara, chaque mois de décembre. Donc là, on présente les cérémonies traditionnelles dans ce festival. La course donc, des dromadaires, combat aussi de dromadaires. Nous allons faire une promenade dans le désert, à dos de chameau ou en calèche.
L'oasis de Douze se trouve aux portes du Sahara. Dans le désert, il tombe moins de 100 mm d'eau par an. Toute culture est impossible en dehors des oasis. Les dunes faites de sable blanc sont marquées d'empreintes de petits mammifères et de sillons tracés par le vent. Après une petite promenade à travers les dunes, nous arrivons à un village abandonné et ensablé. Le désert avance ainsi petit à petit. Nous voici dans la ville de Douze pour la visite de la place centrale. Dans la ville, la tribu nomade des monts Ragusiens, en voie de sédentarisation, s'installe peu à peu. Autrefois, cette tribu séjournait à Douze pendant l'été, sous des tentes. Nous quittons Douze pour nous rendre à Tataouine avec une étape à Matmata. Nous faisons un arrêt à Tamesret,
village berbère où les maisons de pierre s'accrochent à la colline. Nous visitons une maison berbère troglodytique. Les Berbères creusaient un puits de 5 à 10 mètres de profondeur et de 9 mètres de diamètre. Au fond de ce puits, ils creusaient des pièces pour l'habitation. Ils vivaient de la culture de céréales et de l'élevage de moutons. D'un bois, le moulin servait à écraser les céréales pour obtenir de la farine qui était ensuite tamisée. Parce que nous avons les céréales, nous avons la chorba, par exemple, cette soupe à base d'orge. L'article pour l'hiver ou bien le bournous, ce manteau-là d'origine berbère. La laine des moutons était cardée puis roulée sur un fuseau pour réaliser vêtements et couvertures. Dans cette chambre, le lit est taillé dans la roche. Cette cuisine est utilisée l'été. Dans cette cuisine, les provisions, farine, huile sont entreposées dans des jarres. Un couloir relie une deuxième cour dans laquelle ont été aménagées d'autres chambres. L'âne, abrité sous des palmes, attend patiemment. Une route de montagne nous conduit au village de Matmata. Ce village troglodytique, habité par des Berbères Matmata, se trouve à 600 mètres d'altitude, au milieu de collines dénudées. Pour se protéger des envahisseurs, la population a creusé des habitations dans la roche tendre au fond de puits et s'est aménagé un mode de vie correspondant aux conditions climatiques. La température fraîche en été est tempérée tout au long du rude hiver. La lumière pénètre dans les maisons enfoncées dans le sol. Les niches à l'étage servent de grenier. Cette maison troglodytique a servi de décor au film La Guerre des étoiles. Nous ne sommes pas loin de la frontière avec la Libye, ce qui explique la vente de bidons d'essence achetés moins cher en Libye. Le Ksar Adada est un ensemble de greniers collectifs formés de cellules appelées gorfas, dans lesquelles les semi-nomades entreposaient leurs provisions, céréales, huile, fruits et fourrage pour les animaux. Les gorfas sont des pièces allongées, couvertes d'une voûte et percées d'une porte, groupées autour d'une place. Elles pouvaient être superposées sur plusieurs niveaux et ne communiquaient pas. Le Ksar était construit en pierre, alors que les habitants vivaient sous des tentes. Un gardien surveillait les récoltes. D'autres Ksars ou Ksours au pluriel ont été construits sur des pitons rocheux pour se défendre des pillages.
Nous quittons Tataouine pour Gabès avec étape à Chenini et Djerba. Le village berbère de Chenini, perché sur une crête, s'est développé sur plusieurs étages. Un chemin s'engage entre les deux crêtes séparées par la mosquée. Le sommet est surmonté des ruines du Ksar. Ce type de village fortifié, avec grenier-citadelle, a permis aux Berbères de résister aux tribus arabes. Une partie du village est encore habitée. Les femmes portent un costume traditionnel très coloré. Nous faisons un petit détour par Tataouine. Cette ville a été fondée en 1912 pour accueillir la Légion étrangère française du bataillon d'infanterie légère d'Afrique. Un bagne y a été ajouté par la suite. Tataouine est un lieu de marché important pour les populations semi-nomades du désert. Nous continuons vers l'île de Djerba en traversant des champs d'oliviers. Pour nous rendre sur l'île, nous empruntons la chaussée romaine. Cette antique voie est longue de 7 km. La route actuelle date de 1951. L'île de Djerba, connue depuis l'Antiquité, a subi maintes invasions. Cette île plate, de 25 km sur 22 km, est habitée par des Berbères. L'eau y est rare. Il n'y a pas de cours d'eau, seulement quelques sources. L'eau est amenée du continent par aqueduc. La végétation est dispersée. Il y a néanmoins quelques plantations d'oliviers, délimitées par des murets de terre, fixés par des figuiers de Barbarie. Une activité importante de l'île est la poterie. Nous assistons à une démonstration du travail du potier. Comme la pâte à pizza. C'est pied. Je ne pas en même temps. D'accord. Là, je vais vous montrer comment travaille le cendrier. C'est la première pièce à prendre le plus facile.
La principale ville de l'île, Umsuk, possède des souks couverts aux ruelles étroites et colorées. Bonjour. Ouais. Alors, viens voir, madame. Un dinar la paire des babouches. Oui, madame. Ah, viens voir, un dinar. Un dinar, regarde comment il est beau. Regarde, des babouches. Babouche magique. Ah, babouche magique. Bonjour. Ouais. D'après l'Odyssée d'Homère, Ulysse ayant débarqué à Djerba ne pensait plus à rentrer chez lui parce qu'il avait goûté au lotos, fruit du jujubier, si délicieux qu'ils font tout oublier. Cet ancien caravansérail appelé Fondouk était une auberge où s'arrêtaient les caravanes de nomades. Il possédait une vaste cour bordée de bâtiments à étages avec des arcades et de nombreuses portes. Les animaux logeaient au rez-de-chaussée et les cavaliers à l'étage. Celui-ci a été transformé en hôtel. Sur cette place, un splendide parterre de céramique colorée attend le client. Pour quitter Djerba, nous prenons un bac au port de Hajim, qui est un port de pêche aux éponges. Le bac permet de franchir les 2,5 km qui séparent l'île du continent. Depuis Gabès, nous allons à Hammamet avec étape à El Jem et Monastir. L'amphithéâtre d'El Jem est le troisième plus grand du monde romain après Rome et Capoue. La ville d'El Jem a été prospère à l'époque romaine grâce à la culture de l'olivier et à sa situation géographique à la croisée des chemins qui mènent à Sbetla, Sfax et Sousse. L'amphithéâtre, construit à la fin du IIe siècle, mesure 148 mètres de long sur 122 mètres de large. De forme elliptique, il a une circonférence de 427 mètres. Il pouvait accueillir 30 000 spectateurs qui assistaient à des combats de gladiateurs ou autres divertissements. Il s'élève sur 3 rangées d'arcs en plein cintre à une hauteur de 36 mètres. Pour pallier au manque d'eau, les Romains ont installé dans le monument un système très élaboré de canalisation et de citernes pour la récupération de l'eau de pluie. Sous l'arène se croisaient 2 galeries accessibles de l'extérieur par une rampe et des pièces voûtées où étaient enfermées les bêtes féroces. Nous nous dirigeons vers Monastir.
La ville de Monastir a été fondée par les Carthaginois en 960 avant Jésus-Christ. Le Ribat est un monastère fortifié. La partie la plus ancienne date de 796. Il fut la première forteresse arabe construite sur la côte. Dans la cour du Ribat s'élève le Nador, tour ronde de guet des moines guerriers. La cour est bordée sur 3 côtés par 2 ou 3 étages de cellules. Au XIe siècle, Monastir devint la ville sainte de Tunisie, après le saccage de Kérouan. À cette époque, le Ribat abritait une université renommée et les fidèles affluaient. Dans la médina de Monastir, on trouve des ruelles tortueuses et des passages voûtés où se sont installés les petits commerces. Le président Habib Bourguiba était né à Monastir le 3 août 1903. Un mausolée à sa mémoire a été édifié en 1970 au bout d'une immense esplanade. Il est surmonté d'un dôme doré et de 2 minarets de 25 mètres de haut. Le mausolée, entouré d'une galerie à colonnes de marbre, est richement décoré. Habib Bourguiba y repose à côté de sa première épouse. Nous reprenons la route pour Hammamet à travers une région de culture d'oliviers. La Tunisie est le 4e producteur mondial d'huile d'olive et le premier exportateur. La ville d'Hammamet fut lancée par un milliardaire roumain dans les années 1920. Dans sa villa, il recevait intellectuels et artistes. Depuis, le tourisme s'est développé et la construction d'hôtels le long de la côte a été anarchique et démesurée. كيف يبيك جرايد حتى لو جرايد حتى لو سوق La médina aux ruelles étroites avec ses murs blancs et ses portes bleues offre une agréable promenade. كل
Nous quittons Hammamet et nous partons visiter Tunis, Carthage et Sidi Bou Saïd. Nous voici à Tunis, capitale de la Tunisie, qui compte 2 millions d'habitants. La porte de France est le point de départ pour la visite des souks et de la Médina. Les souks sont quadrillés par un enchevêtrement de rues étroites, passant parfois sous des voûtes. La grande mosquée de la Zitouna, construite en 856, a été agrandie au Xe et XVIIe siècle. Avec ses 5000 mètres carrés, c'est la plus grande mosquée de Tunis. Son minaret est haut de 44 mètres. Ah oui, oh là! Dans les souks, les différents corps de métier sont regroupés dans des secteurs bien délimités. La mosquée Sidi Youssef a un splendide minaret octogonal. La place du gouvernement ouvre sur le quartier des ministères. Sur l'avenue Bourguiba se dresse la cathédrale Saint-Vincent de Paul de style byzantin, construite en 1882. Cette statue représente Ibn Khaldoun, philosophe, historien et sociologue ayant vécu au XIVe siècle. Le théâtre municipal de style Art déco date de 1911. L'avenue Bourguiba conduit à la place du 7 novembre où trône une horloge métallique. Nous visitons le musée du Bardo, installé dans d'anciens palais. Dans cette salle sont exposées des œuvres de l'art des Carthaginois et des Phéniciens.
Elle témoigne des croyances religieuses de ces peuples. La déesse mère est représentée plusieurs fois. Des stèles votives sont dédicacées aux divinités. Elles datent du IVe siècle avant Jésus-Christ. Une déesse à tête de lionne est surprenante. Des masques hilars étaient destinés à éloigner les mauvais esprits. Le musée du Bardo rassemble une collection unique au monde de céramique récupérée sur les sites les plus prestigieux de la Tunisie antique. Les 50 salles du Bardo en sont couvertes. Des mosaïques ont été trouvées dans les anciennes églises. Celle-ci représente Daniel dans la fosse au lion. Cet Apollon provient du théâtre de Carthage. Il date du IIe siècle. Dans la salle de Carthage ornée de statues, une mosaïque représente une scène mythologique. Dionysos faisant don de la vigne au roi de l'Attique, Icarios. Cette mosaïque représente une chasse à courre. Celle-ci, une scène de travaux des champs. La salle de Virgile est l'une des plus belles du palais. Elle contient une mosaïque du IIIe siècle représentant le poète Virgile, entouré de Clio, la muse de l'histoire, et de Milpomène, muse de la tragédie. Des mosaïques sont des représentations marines. On voit aussi des représentations de la maison entourée d'oliviers et d'animaux domestiques. La mosaïque dite du seigneur Julius témoigne de la vie des propriétaires terriens. Ce triomphe de Neptune et d'Amphitrite date du IIIe siècle. Dans la salle de Douga, représentation du dieu Neptune et les 4 saisons. La chasse à courre est représentée sous forme de bandes dessinées sur 3 lignes. Dans la salle d'Elgem sont exposées des natures mortes du IIIe siècle. La mosaïque d'Ulysse le montre attaché au mât du navire pour résister au chant des sirènes. Triomphe de Dionysos d'après Homère. Couronnement de Vénus, la déesse se pose un diadème sur la tête. Vénus couronnée par 2 centaurès. Thésée tuant le Minotaure.
Le dieu Neptune est représenté avec des pinces de homard dans la chevelure. Dans la salle des sarcophages, on peut voir plusieurs sarcophages en pierre, dont l'un est orné de 9 muses. Un arrêt-repas à Gamart nous donne une vue sur la baie de Tunis. Nous allons à Carthage, ville fondée par les Phéniciens en 814 avant Jésus-Christ. Elle développe la civilisation punique, mélange d'influences phéniciennes et berbères. Très vite, elle devient une puissance commerciale. Elle essaie d'étendre son territoire et se lance dans des guerres puniques qui vont aboutir à sa destruction au IIe siècle avant Jésus-Christ. Les Romains s'installent à Carthage au 1er siècle. Les thermes d'Antonin datent de la période romaine. Ils mesuraient 30 mètres de haut. C'était un monument impressionnant dont il ne reste que les soubassements. Nous voici à Sidi Bou Saïd. Ce village perché sur une colline surplombe le golfe de Tunis. C'est un village résidentiel où s'installèrent les notables de Tunis au XIXe siècle. À Sidi Bou Saïd, nous flânons dans les rues colorées. Nous partons à la recherche des portes à arcatures de pierre sculptées et des grilles renflées qui forment une dentelle métallique devant les fenêtres. Nous passons devant le café des Nattes accolé à la mosquée dans laquelle se trouve le mausolée d'Abou Saïd, ermite marocain ayant vécu au XIIIe siècle. Nous retournons à Tunis en longeant le lac de Tunis. Nous avons le temps de flâner sur l'avenue de France, si charmante, avec ses rangées de palmiers dattiers. Nous arrivons à la place du 7 novembre et à l'avenue Bourguiba.